Bienvenue dans le débat de France 24. Le rendez-vous était prévu de longue date. La présentation par Emmanuel Macron de ce qui doit être sa politique énergétique pour la France, la programmation pluriannuelle de l'énergie, a pris un tour particulier en ces lendemains de manifestations des Gilets jaunes. Et alors que ce mouvement de contestation, parti de la base, tente de s'organiser en désignant des porte-paroles au plan national, des représentants reçus d'ailleurs par le ministre de la Transition écologique, François de Rugy, c'est prévu ce soir à la demande du président. Je vous propose d'écouter Emmanuel Macron. Ce que je veux faire comprendre aux Français, et notamment à tous ceux qui disent en quelque sorte, on entend le président de la République, on entend le gouvernement, ils évoquent la fin du monde, mais nous on parle de la fin du mois. C'est que nous allons traiter les deux, et que nous devons traiter les deux. Parce qu'en quelque sorte, votre fin du mois difficile aujourd'hui, c'est parce que pendant des années, on a considéré que vous n'étiez pas assez important en quelque sorte, pour participer à notre réponse collective à la fin du monde. Ce que vous dites, c'est stop, je l'entends, et donc on doit changer de méthode. Ce changement de méthode va-t-il permettre de répondre à l'urgence sociale tout en mettant la France sur la bonne trajectoire, comme on dit en matière de transition énergétique et écologique, ce fameux « en même temps » qui est tant reproché aujourd'hui au chef de l'État? Pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir Marie Toussaint, déléguée Europe et Jeunesse Europe Écologie Les Verts, présidente de l'association Notre Affaire à tous. Bonjour, merci d'être avec nous. Face à vous, Thierry-Paul Valette, coordinateur Paris des Gilets jaunes. Bonjour à vous. Bonsoir. Deux gilets jaunes, donc seront reçus par François de Rugy dans la soirée, deux membres de la délégation officielle. Il s'agit d'Éric Drouet et Priscilla Ludowski. Ils vont s'y rendre à ce rendez-vous et qu'espérez-vous en obtenir? Qu'attendez-vous finalement de la part du ministre? Alors, pour commencer, moi je ne suis pas un porte-parole, je ne parle pas au nom de l'ensemble des gilets jaunes. Il n'y a pas eu d'élection, il n'y a rien eu de ce côté-là, donc je parle en mon nom. Il y a une réticence à s'auto-investir d'une parole au sein de ce mouvement? Personne ne veut assumer finalement... La seule chose que je pourrais dire, moi je crois en la démocratie. La démocratie impose certaines règles de fonctionnement, d'élections, etc. Mais ça, c'est un autre sujet. Je ne suis pas là ce soir pour Mais il y a bien 8 porte-paroles collectifs, du collectif qui ont été désignés, 8 représentants des Gilets jaunes au plan national. Moi, je me bats sur Paris pour coordonner un petit peu les choses, le mouvement, les gens, les informations, etc. Je ne vais pas être tenu spécialement au courant et je vais quand même tout de même répondre plutôt à votre question qui est beaucoup plus importante. Est-ce qu'ils doivent s'y rendre en fait Alors, et pour obtenir quoi? moi, vous savez qu'on demande d'être reçu par le roi et puis que le roi répond, allez plutôt voir mon valet, j'appelle ça un sacré pied de nez, un pied de nez à beaucoup de Français qui sont dans la rue en ce moment et qui sont certainement pas dans la rue parce qu'ils ont un problème avec l'écologie ou ils ont un problème avec l'Europe, tout simplement. Et je ne crois pas et je ne suis pas sûr qu'il y aura beaucoup à attendre avec un rendez-vous avec M. François de Rugy ce soir. Bien sûr que non. Le président de la République, j'estime qu'il a été à la hauteur de la situation dans le discours et dans ses propos qu'il a tenus aujourd'hui devant les Français. Pourquoi? Aucune mesure. Aucune prise de position. Un discours orienté vers l'Europe, le nucléaire, l'énergie. Mais si les gens sont dans la rue aujourd'hui, c'est pas une question européenne, c'est pas une question liée à l'énergie. Les Français sont pas contre, bien évidemment, mettre en place des politiques pour moins polluer. Puis par ailleurs, les pollueurs, les véritables pollueurs, ce sont pas les Français, ce sont les compagnies maritimes, ce sont les compagnies pétrolières. Aucune mesure n'a été prise. Le président Emmanuel Macron n'a pas pris la peine et pourtant c'est un mouvement qui... On n'est pas au lendemain d'un mouvement. Le mouvement il s'inscrit dans la durée depuis déjà quand même plusieurs jours et plusieurs semaines. Oui. Aucune mesure. Rien. Mais il s'adresse aux Gilets jaunes. Mais derrière les Gilets jaunes finalement, c'est qui ces personnes-là? Des retraités, des personnes en situation de handicap, des infirmières, des gens qui souffrent. Il y a même des SDF. On les oublie, mais aussi des SDF. Beaucoup de laissés pour compte dans la société, qui souffrent depuis longtemps. Et qui, eux, ne sont pas concernés par la hausse du carburant à la pompe. Comment? Et qui, eux, ne sont pas concernés par la hausse du carburant à la pompe. C'est pas pour ça qu'eux manifestent, par exemple. Les choses sont parties de là. Oui. Les taxes liées au carburant a été l'élément déclencheur. C'est une chose. Alors, on ne revient pas sur ces taxes-là. On n'essaye pas d'avoir un geste fort symbolique. Non.
Rien. Il y en a qui veulent, hein, visiblement. Il y en a qui veulent, mais simplement le président de la République, lui, ne prend pas en considération ça. Il pense plutôt à une question beaucoup plus européenne, et on va pouvoir en discuter. Alors, mais je conclurai quand même là en disant, faut pas s'étonner qu'après, beaucoup veuillent la destitution d'un président qui a été élu, rappelons-le, par défaut, et qui se fait le ventriloque de personnes qui n'ont jamais eu vocation à vouloir ce qu'on parle en leur nom. Marie Toussaint, vous comprenez, vous, à la fois la colère qui a animé les Gilets jaunes jusqu'à aujourd'hui et cette réaction aujourd'hui face au discours d'un président de la République qui définit donc un programme pluriannuel de l'énergie et qui veut aller, lui, en faveur de la transition écologique. Oui, alors d'abord sur la colère, je crois qu'effectivement, il y a une vraie colère qui s'exprime par des populations qui sont très diverses et à travers tout le territoire. Et donc ça, c'est aussi quelque chose de nouveau finalement. Enfin, c'est rare qu'on voit comme ça s'allumer tout un territoire, s'embraser tout un territoire en même temps. Et effectivement, je pense que l'une des raisons principales, il y en a quand même qui protestent contre le prix du diesel ou le prix de l'essence, mais le sentiment général, cette taxe, vous l'avez voulu, il faut le dire. Elle figurait au programme de tous les candidats, y compris de Benoît Hamon, qui était avec... au bénéfice duquel Yannick Jadot ne s'est pas présenté, et elle figurait bien dans le programme du candidat que vous avez soutenu à l'élection présidentielle. Les lobbies sont très proches des États, ça on le sait, et on a eu un problème pendant plusieurs années où les lobbies du diesel et les lobbies pétroliers et les constructeurs automobiles ont créé des règles qui créent une dépendance des populations à l'égard des produits dont ils étaient responsables, qui étaient des produits défectueux, qui ont pour objet, et on a encore des rapports qui sortent pour dire qu'il y a des frais de santé qui explosent. Tout le monde est d'accord sur le caractère nocif du gazole ou de l'essence. Mais est-ce que la taxe carbone était la bonne réponse, et de cette manière-là, ce qui était aussi d'ailleurs la réponse préconisée par votre candidat, encore une fois, à l'élection présidentielle? On a besoin de taxer les produits polluants. Le problème majeur, il repose sur deux piliers. D'abord, on a au niveau international, au niveau mondial, l'appropriation de 82% des ressources produites chaque année, des richesses produites par 1% de la population. Et on voit à peu près les mêmes rapports dans les pays développés, et notamment en France. Et donc une injustice et un profond sentiment d'injustice. Il faut travailler à la justice. Et puis le deuxième point, c'est qu'effectivement, et M. Valette l'a souligné, il faut aussi taxer les pollueurs. Aujourd'hui, les paquebots ne sont pas pollués, l'aviation n'est pas polluée, et donc c'est le sujet. Il faut le faire. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas augmenter le prix du gasoil à la pompe pour l'aligner sur celui de l'essence? Mais il faudrait d'abord taxer le pétrole pour riches. L'aviation, il n'y a pas tout le monde qui prend l'avion tous les jours pour aller au travail. On n'a pas besoin de prendre l'avion pour aller chercher des baguettes pour sa famille quand on habite à 5, 6 km ou 20 km d'une boulangerie. Donc il faut aller mettre les taxations là où l'argent est, et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On voit par exemple que Total, qui émet près de 2 tiers, enfin plus de 2 tiers des émissions de la France dans son intégralité, échappe aujourd'hui très régulièrement à l'impôt en France. Et donc là, on a une vraie problématique de justice. Alors, on va parler des mesures en détail, mais le président de la République entend lancer sous 3 mois un grand débat national dans les territoires. Écoutez-le. Je souhaite que partout sur le territoire, cette décision de concertation puisse être déclinée et que partout sur nos territoires, sur les réseaux sociaux aussi, ce débat puisse se tenir. Et que toutes les associations intéressées puissent, y compris localement, y participer. Et qu'ainsi les représentants des Gilets jaunes, dans chaque région, puissent également y prendre part et proposer des solutions. Thierry-Paul Valette, vous allez participer à ce grand débat national. Est-ce que vous pensez qu'il est utile pour trouver des solutions pour la transition écologique? Moi, je participerai à tous les débats en tant que citoyen, parce que débattre est quelque chose d'important et d'essentiel. Et en ce sens, je suis opposé au mode de fonctionnement du président Emmanuel Macron, qui ne débat pas, mais qui impose. Il impose un cap. Voilà, on va faire les choses comme ça, on va aller dans cette direction-là. Je vous donne des outils. Maintenant, vous vous débrouillez entre vous. Parce que finalement, ce n'est pas un débat pour trouver une orientation, ce n'est pas un débat pour trouver des solutions, ce n'est pas un débat pour essayer de répondre aux grandes difficultés, à la souffrance de beaucoup de Français. C'est juste un débat pour dire, allez, les associations, des partenaires citoyens, voilà ce que je veux, allez, débrouillez-vous entre vous. Voilà, il relaye le bébé, il ne prend pas ses responsabilités, et c'est même une manière de fuir. Vous-même, qu'est-ce qui vous a motivé pour vous insérer dans ce mouvement et prendre aussi cette responsabilité-là qui est de porter une parole?
J'aime beaucoup votre question, elle est pertinente. Parce qu'on ne vient pas dans ces combats-là par hasard. Moi, je milite pour les droits de l'homme, contre les injustices, pour essayer de donner un petit peu la parole au travers d'associations, que les laissés pour compte puissent aussi exister, ceux qui sont en situation précaire, et pas que. C'est quelque chose d'important. Je milite aussi, parce qu'on ne peut pas lutter contre les discriminations si on ne lutte pas contre les privilèges, contre les avantages. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. On n'a pas parlé d'évasion fiscale. L'évasion fiscale, ça a un coût quand même. Il faudrait que le président Emmanuel Macron prenne les mesures nécessaires pour lutter contre l'évasion fiscale. Il faudrait le faire. Revenir à l'ISF, qui soit plus seulement un impôt aussi sur le patrimoine, immobilier, mais surtout la fortune. Moi, je l'assume. Retirer l'ISF, déjà, c'était un très mauvais signal. Et puis, il faut être humble. Il faut être humble. Et le président Emmanuel Macron, depuis qu'il est au pouvoir, il n'est pas humble. Les symboles, c'est quelque chose d'important. La vaisselle de l'Élysée, la piscine, est-ce que c'était nécessaire tout ça? Est-ce que ce sont des signaux positifs envoyés à l'ensemble des Français quand eux, ne peuvent ni partir en vacances? Et des millions d'enfants concernés. Non, je trouve pas ça normal. Donc il faut bien sûr que le train de vie de l'État soit complètement revu. Tout à l'heure, vous le disiez, vous mettiez l'accent sur les Français qui ont leurs petites habitudes dans les campagnes, prendre leur petite voiture, etc., pour aller acheter une baguette de pain. Mais il faut pas prendre en otage les habitudes des Français. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est quand on voit des premiers ministres qui vont aller prendre un avion en jet privé, que ça va coûter des millions et des millions, que finalement c'est pour gagner 20 petites minutes. Je pense qu'il y a des pays où on devrait peut-être prendre l'exemple et faire preuve de modestie, ça fonctionne très bien. Il faut montrer l'exemple aux Français, il faut faire preuve d'humilité. Ça, c'est quelque chose de nécessaire. Marie Toussaint, il n'est pas difficile quand on est depuis Paris, qu'on incarne malgré tout, d'une certaine manière, l'élite politique du pays, de commenter la vie quotidienne des Français et de ceux, effectivement, qui doivent faire parfois des dizaines de kilomètres pour aller au travail, pour emmener les enfants à l'école. C'est ça, je ne suis pas sûre que ce soit une prise en otage. Et je dis, on a établi une dépendance. Et notamment quand... Mais vous pensez que ce discours-là, il est audible ? Oui, mais oui, il l'est, parce qu'on se rend bien compte que le coût de la vie dans les centres-villes est de plus en plus cher, et donc on doit s'éloigner de plus en plus des centres-villes pour pouvoir trouver un logement abordable. Enfin, je veux dire, tout ça, tout le monde le sait, et c'est ça qui est intéressant quand Emmanuel Macron parle des territoires. Au moins, c'est la première fois vraiment qu'on l'entend parler des territoires. On sait bien que les territoires, d'abord, sont impactés différemment par le changement climatique, mais aussi par les politiques qu'il met en place. Et notamment, on a bien vu sur le ferroviaire qu'on fait du mal à la fois au climat et à la fois à la desserte de nombreuses zones rurales, périurbaines, etc. en France. Et donc, on isole encore plus des gens qui ont besoin d'être reliés au reste de la société, de pouvoir aller dans d'autres villes, etc. Donc, pour vous, il y a une incohérence du discours du chef de l'État ? Il y a une incohérence parfaite. Et là où je rejoins M. Valette, c'est qu'en fait, on a eu un discours qui, quelque part, est un très beau discours. On pourrait presque adhérer à l'ensemble des paroles qui ont été prononcées par le président. Le problème, c'est que derrière, on ne voit pas d'actes, on ne voit pas d'annonces, on ne voit pas de vrais chiffres. Sur les coupes dans les services publics, dans le transport collectif, dans le ferroviaire notamment, vous êtes d'accord avec ce que dit aujourd'hui une partie de la gauche, que le gouvernement a taillé dans ces dépenses-là et qu'aujourd'hui, ce sont ceux qui habitent loin des centres-villes qui le subissent ? Certainement qu'il y a des erreurs qui ont été faites, et en ce sens-là, il y a des erreurs qui ont été faites. Une erreur, on peut toujours la rectifier. Simplement, quand on parle de territoire, on ne peut pas appliquer une politique générale pour des gens qui habitent dans l'Ardèche, avec des gens qui habitent à la montagne, avec des gens qui habitent dans les grandes villes. C'est ça aussi. Après, c'est le pouvoir, la manière dont il est fait, il est centralisé. Et on a beaucoup de mal à déléguer. Il faut être capable de donner du pouvoir aux régions. Il faut être capable de faire confiance aussi aux maires. Ne plus prendre en otage les maires, qui sont si souvent pris en otage au moment de l'élection présidentielle pour récupérer les 500 signatures. Voilà. Finalement, c'est la manière dont est mise en place et dont fonctionne la Ve République qui est complètement obsolète. On est en 2018. C'est un système qui a été mis en place à l'époque du général de Gaulle. 30 ans après, plus de 30 ans après, certainement que les statuts sont à revoir, notamment le statut pénal du chef de l'État, le mode de fonctionnement des institutions. Certains veulent une 6e République, etc. Bon, voilà. Plus de démocratie, plus de consultation. Voilà, c'est important parce qu'on est aussi piégé par le mode de fonctionnement de nos institutions qui commence à être obsolète. Tout à fait. Puis moi, il y a un point quand même que j'aimerais ajouter à ça, c'est que par ailleurs, ce qu'on observe en France et partout en Europe depuis les années 80, c'est une homogénéisation par le haut de la classe politique.
politique. Et on a besoin, et on le voit bien, non pas de nouveaux conseils d'experts, etc. Enfin, si, on en a besoin, mais on a aussi besoin que la voix des plus pauvres puisse être entendue. Vous vous retrouvez sans doute sur la démocratie et les voies d'améliorer la démocratie. On va peut-être écouter quand même ce que dit le chef de l'État sur la question énergétique, parce que c'est effectivement de cela dont il a parlé aujourd'hui. Je voudrais qu'on écoute à la suite ce qu'il a dit sur la sortie des énergies fossiles et son objectif en matière de nucléaire. Écoutez. En 30 ans, c'est-à-dire en une génération, nous devons passer d'une France où 75% de l'énergie consommée est d'origine fossile, c'est-à-dire le charbon, le fioul, le gaz naturel, à une France où en 2050, la production et la consommation d'énergie seront totalement décarbonées. Je n'ai pas été élu pour ma part sur un programme de sortie du nucléaire, mais sur une réduction à 50% de la part du nucléaire dans notre mix électrique. Et je tiendrai cet engagement. J'aurais souhaité pouvoir le faire dès 2025, comme le prévoyait la loi de transition énergétique. Mais il s'est avéré, après expertise pragmatique, que ce chiffre brandi comme un totem politique était dans les faits inatteignable. Nous avons donc décidé de maintenir ce cap des 50%, mais en repoussant l'échéance à 2035. Voilà, alors deux dates et deux chiffres à retenir. La France qui sortirait donc des énergies fossiles d'ici 2050, qui sortirait totalement, et qui par ailleurs, dans le même temps, réduirait la part du nucléaire à 50% de l'électricité d'ici 2035. Thierry-Paul Valette, quand vous entendez ça, vous vous dites ça va dans le bon sens, indépendamment de la faisabilité, l'objectif est bon. Au contraire, est-ce que ça vous inquiète, ça vous fait peur parce que vous vous dites qu'il va falloir faire des sacrifices ? De toute façon, vu le raisonnement du président Emmanuel Macron, les sacrifices ils vont être inévitables. Maintenant, qui va faire les sacrifices? Est-ce qu'on va encore faire porter le chapeau aux plus défavorisés en foutant en l'air certaines classes sociales? Ou alors on va prendre ses responsabilités, pointer du doigt les lobbies, les mettre à contribution? Moi, je vais parler de Total. Total, cette année, c'était plus de 87% de chiffre d'affaires, une augmentation à plusieurs milliards. C'est un plus grand pollueur. Et bon, par contre, non, tout va bien, merci, circuler. Bon, en plus, on décale à 2035, donc on reporte. On n'est pas capable de prendre les responsabilités maintenant. Sortir du nucléaire, c'est une question qui divise, c'est compliqué, mais bon, il faut aussi prendre certaines responsabilités. C'est qu'aujourd'hui, les centrales nucléaires, elles sont un petit peu vieilles. Faut faire attention. Il peut y avoir un problème majeur en France avec le nucléaire. La crainte face à la possibilité d'un accident nucléaire. Marie Toussaint, ces objectifs, on imagine que sur l'objectif en lui-même, vous êtes plutôt d'accord, peut-être pas sur le nucléaire, mais en tout cas, parce que vous voudriez sans doute aller plus vite, mais sur la fin des énergies fossiles à horizon 2050, vous dites oui. Pour autant, est-ce qu'on peut sortir des énergies fossiles et en même temps renoncer à la première énergie en France non polluante en termes d'émissions de CO2, qui est le nucléaire ? Alors, oui, c'est tout à fait possible de sortir et des fossiles et du nucléaire. Et d'ailleurs, il y a des scénarios qui ont été faits. C'est pas ce qu'a montré par l'Allemagne. des ingénieurs L'Allemagne a montré qu'en sortant du nucléaire, on augmentait la part de charbon. On a des scénarios qui existent et qui montrent qu'on peut faire les deux. Et par ailleurs, on sait bien, d'une part, que le nucléaire coûte plus cher aujourd'hui que les renouvelables. Donc, ça pourrait coûter moins cher aux Françaises et aux Français. Et par ailleurs, que ne pas agir pour le climat et l'environnement, ça renchérit tout. Ça renchérit le coût du pain, ça renchérit le coût de la bière, ça renchérit... Voilà, on a toutes les matières premières qui explosent, leurs coûts explosent, et les frais de santé dont j'ai parlé tout à l'heure, etc. Donc en fait, il n'y a pas d'opposition entre la fin du mois et la fin du monde. Aujourd'hui, on peut remplacer par de l'éolien et du solaire toute la production d'énergie nucléaire en France. Oui, alors à terme, il faut que ça se construise, mais il faut le faire. Et là où c'est inquiétant, c'est que vous avez beau dire les objectifs du président sont bien sur le papier, ils sont super. Enfin, j'ai dit bien, disons que si on y arrivait, je pense que déjà on serait plutôt satisfait de les atteindre. Ce qu'il dit, c'est je ne tiendrai pas tout ce qui a été fait sous le quinquennat d'avant. Alors aussi parce que Mme Royal n'avait pas engagé les pas nécessaires pour qu'on puisse tenir cet objectif du nucléaire. Mais quand il est arrivé au pouvoir, M. Macron, lui non plus. Donc on a un retard conséquent et il repousse tous les efforts à accomplir après son quinquennat. 2035. Tout en se gardant la possibilité à lui de relancer la construction d'EPR avant 2022. Donc on voit bien que c'est repoussé pour ne pas finalement être responsable. Merci beaucoup Marie Toussaint, merci à vous Thierry-Paul. Je voudrais juste apporter quelque chose très rapidement.
Le débat, il est intéressant, mais je suis gêné parce que quand on voit ce qui se passe, tous ces Français dans la rue, on est là en train de discuter de ça, ça ne répond nullement aux questions qui sont réelles, ça n'apporte aucune position. Et je suis mal à l'aise d'avoir à débattre de ça, quelque part. Et c'est la vie dans laquelle on est tous. Hein, bien sûr, mais le président Emmanuel Macron n'apportait aucune réponse aux revendications. Ça, on a compris que c'était de toute manière votre point de vue. Ça, je crois qu'on l'a bien compris ce soir. Et on a bien compris que vous êtes d'accord aussi sur le déficit démocratique dans ce pays. Voilà. Merci à nouveau d'avoir accepté de débattre. Merci à Thierry-Paul Vallette et à Marie Toussaint. Restez avec nous.